Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En voiture Simone. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gwen Lavilla. C'est une photographe de montagne, mais elle est aussi community manager pour une station de ski. Et aujourd'hui, on l'interroge sur son mode de vie, notamment de ses voyages fréquents en montagne, son rapport à la solitude et la connexion avec la nature qu'elle peut avoir grâce à son métier. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous laisse avec sa présentation pour commencer. Moi, c'est Gwen, je suis photographe spécialisée dans la montagne et également community manager pour une station de ski. D'accord. Je voulais du coup revenir sur ton parcours, parce qu'on va parler aujourd'hui de ton métier, d'être photographe en montagne, enfin une partie de ton métier en tout cas. Et je voulais savoir ton parcours, parce que c'est un domaine qui est quand même bien spécifique. Oui, c'est vrai, et c'était pas du tout le domaine dans lequel j'étais partie de base. Faut savoir que quand j'ai terminé le lycée, je suis partie en fac de droit. D'accord, rien à voir. Donc, absolument rien à voir. Et j'ai un master en droit des affaires, spécialisation contrat, donc vraiment rien à voir Ah de ouais, près ou de loin avec la montagne. J'ai passé 2 ans à travailler en cabinet d'avocat et en entreprise, et j'ai fait un bore-out. Je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, le terme n'existait pas, mais c'était clairement ça, c'est-à-dire que j'en étais au point où je regardais l'aiguille tourner sur l'horloge pour attendre que ma journée finisse. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que je suis jeune, j'ai 23 ans, ça va être très très long la vie là, à faire ça, à travailler tous les jours en s'ennuyant. ouais. Donc il y a eu le Covid, on a été confinés et ça m'a permis de réfléchir à mon avenir professionnel, de me dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire en fait dans ma vie? Ben, j'aime faire de la photo, j'aime faire de la montagne. Finalement, en fait, à quel moment ça peut pas être un métier? Et du coup, sur un coup de tête comme ça, j'ai monté mon entreprise. D'accord, directement en montant ton entreprise, ou t'avais passé quand même, enfin je veux dire, pourquoi la photographie du coup? J'ai pas de vraie raison concrète. En fait, j'en ai un peu toujours fait. D'accord. Et tu vois, j'en ai tellement un peu toujours fait que ça m'avait jamais semblé possible que ce soit un métier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça reste C'est plus une pour moi, passion dans les têtes, je c'était pense. c'est ça. Pour moi, c'était un loisir, une passion qui faisait partie intégrante de ma vie et je m'étais jamais dit ça peut être mon travail en fait finalement. Mm. Donc ouais, il y a pas eu de grand déclic de mon grand-père était photographe, je vais faire comme lui. C'est juste en fait à un moment, je me suis dit mais puisque j'aime faire ça, pourquoi ça pourrait pas juste être mon travail au final? Ça marche. Et du coup, tu es directement passé de ton ancien métier à lancer ta propre boîte? Ouais, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Ok, Ça a vraiment été le fait d'être enfermée chez moi avec le confinement. J'habitais encore en centre-ville en plus à l'époque, donc t'étais vraiment enfermée. Et je sais pas, ouais, j'avais tellement rien à faire en fait que tu réfléchis à ta vie au bout d'un ouais, moment. carrément. Et du coup, ouais, ça a été vraiment un coup de tête. Mon CDD se terminait, on me proposait un CDI. Donc pour moi, clairement, c'était pas du tout une belle opportunité. C'était plus où là, je vais m'enfermer là-dedans à durée indéterminée. C'est hors de question. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, au pire, ça marchera pas. Et je ferai autre chose. Ok, et donc tu t'es lancé. Et pourquoi la montagne en particulier? Bah, parce que je suis savoyarde, je pense que déjà c'est une vraie raison. Oui, Et puis parce que j'ai toujours fait de la montagne, c'est-à-dire que la première fois que je suis allée en montagne, je pense que j'avais 2 ou 3 semaines et j'étais dans un porte-bébé. Mes parents font énormément de montagne, c'est vraiment leur passion. Tu vois, t'as des gens qui partent en vacances à la plage, eux, ils partent faire une semaine de trail non-stop et c'est leurs vacances. C'est comme ça qu'ils se reposent et qu'ils se détendent. d'accord. Donc j'ai toujours baigné là-dedans et bah, j'aime ça aussi, hein, clairement. J'ai pas fait que de la photo de montagne dès le début parce que je me suis dit ce serait quand même dommage de s'enfermer tout de suite dans un truc, on va quand même toucher à d'autres choses. Donc j'ai fait un peu de photos de mode, j'ai pas aimé. J'ai trouvé l'ambiance bizarre. J'ai fait un peu de photos aussi, tu vois, pour des hôtels et restaurants. Et ça, en fait, j'en fais toujours. C'est pas ce que je montre sur mon compte Instagram, mais en vrai, j'en fais toujours. Je trouve ça chouette. Mais après, bah, c'est vrai que au bout de, je sais pas, peut-être un peu moins d'1 an à tâtonner, je me suis dit, oui, c'est quand même la montagne, être dehors. Voilà, c'est ça mon truc. Ça marche. Ok. Et donc, comme tu l'as dit, tu habites en Savoie, tu es proche des montagnes.
Et je voulais savoir comment tu pouvais planifier tes excursions parce que du coup, la photographie de montagne, c'est peut-être aussi moins accessible à tout le monde parce que, bah, des fois, il faut randonner, des fois, il faut enfin, et ça nécessite quand même un effort, physique derrière. Donc comment est-ce que tu planifies tes excursions pour aller prendre tes photos en montagne? Bah, c'est vrai que oui, t'es obligé en fait d'être un minimum sportif parce que sinon, tout le monde va pouvoir prendre des photos sur des petites balades accessibles, mais si tu commences à vouloir des trucs plus en montagne, ouais, faut, comme tu dis, faut y aller, quoi. Faut marcher, faut sortir les skis de rando l'hiver. Complètement. Quand tu dis préparer, c'est dans le sens comment je m'organise pour caler mes sorties ou plus vraiment de la préparation en termes physiques pour faire mon boulot? Beh, un peu des 2 si tu as un peu, je suppose que tu fais les 2 pour pouvoir, aller en montagne et donc comment tu organises ton temps? Peut-être oui, justement pour, faire ça parce que oui, il faut avoir une condition aussi physique, qui est assez importante parce que c'est pas n'importe quoi non plus. C'est pas une bonne question pour moi parce qu'en vrai, je n'ai pas de routine, de planning D'accord. ou quoi. Je suis pas du tout ce genre de personne. Je fais beaucoup selon ce que j'ai envie de faire. Je vais pas, tu vois, si j'ai prévu d'aller me faire un entraînement course à pied et que vraiment ce jour-là je le sens pas, ça va pas me perturber de changer ma semaine et de le reporter au lendemain et de faire autre chose. J'ai pas du tout de routine fixe de tel jour il se passe ci, tel jour il se passe ça. Et aussi parce qu'en fait avec le boulot que je fais, je ne peux pas en avoir parce que à tout moment tu t'étais dit tiens, il fait beau, les conditions sont bonnes, je vais partir faire une sortie. Et puis tu regardes la météo le matin, tu vois que la météo elle a complètement tourné, qu'il y a un orage qui arrive l'après-midi. Donc bah t'annules ta sortie et tu repenses complètement tout ton planning de la semaine. Ou des fois aussi en freelance, tu vois, il y a des clients qui vont me faire des demandes, ils vont pas forcément anticiper beaucoup leurs demandes. Donc pareil, tout mon planning va bouger parce que finalement de façon complètement imprévue, je vais caler un shoot qui n'était pas là la semaine précédente. Donc je trouve que c'est pas un mode de vie où tu peux vraiment avoir une vraie routine calée parce que tu as tellement les aléas clients, les aléas météo et puis les aléas ton corps aussi où des fois tu es à fond, tu penses que ça va le faire et franchement tu arrives le jour même, des fois tu es claqué. Ouais. Donc bah, si t'es pas en train de si t'as pas une presta vraiment un contrat, enfin, en tout cas moi je sais que si j'ai pas la contrainte contrat, si j'étais juste partie pour m'entraîner ou même pour faire une sortie pour le plaisir parce que c'est important aussi de faire des photos pour le plaisir. Ouais, garder la Bon bah des passion. fois des fois je vais m'écouter aussi, tu vois, je vais me dire OK là je suis peut-être un peu KO, finalement je vais peut-être changer mon programme. Et c'est finalement enfin, c'est sûrement mieux de faire comme ça parce que ça évite, justement à l'inverse que ce que tu as fait un bore-out, mais de partir sur un burn-out et de trop faire et de trop se fatiguer finalement. Bah, de toute façon, moi, j'ai fait les deux, comme ça, au Ah moins, d'accord. c'était simple. Enfin, j'ai pas fait un vrai burn-out, mais j'en suis passée pas très loin à justement vouloir trop faire, tu vois, me dire, c'est ma passion, j'adore ça, donc en fait, bah, je vais pas me mettre de limites parce que j'aime ce que je fais, et en fait, non, ça marche pas comme ça, même si t'aimes ce que tu fais, ça reste ton boulot, t'as besoin d'avoir du temps pour te poser, t'as besoin d'avoir du temps avec tes amis, avec ta famille, Ouais, prendre du repos. et... Oui, c'est ça, et sinon, en fait, au bout d'un moment, même si t'adores ce que tu fais, ça va pas, quoi. Ouais, ça serait trop bête de se dégoûter, je pense, d'une passion, qui est en plus ton métier. Enfin, Bah oui, c'est ça. Et puis même en plus de se faire mal, parce que bah, comme c'est un boulot où t'es dehors, tu marches, tu cours, tu fais plein de trucs, en fait, la blessure de fatigue, elle peut arriver, hein, clairement. ah ouais, ouais, carrément. En fait, ça serait trop bête de passer à côté. Bah, c'est ça. Mais bon, je me suis rendu compte à temps, tu vois, que justement, je forçais un peu trop et que, ok, j'adore mon travail, mais c'est cool aussi de se garder du temps vraiment sans pression, sans rien. Du coup, j'ai levé le pied et bah, là, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis à mon compte. Je pense que maintenant j'ai mon rythme. J'ai pas de routine, mais j'ai mon rythme. Je sais ce que je peux encaisser, je sais combien de jours de boulot je peux enchaîner. Quand est-ce qu'il faut que je me dise non, là, on est obligé de prendre un week-end. Ouais, bah franchement, c'est super de se connaître assez pour ne pas subir en fait une pression. J'ai un peu l'impression qu'en vrai, quand tu te mets à ton compte, t'es obligé de passer par l'étape où tu subis un peu. Juste le temps de le trouver, justement, ton équilibre. Ok. Et ça t'a mis du temps, tu penses? Non, en vrai, pas tant que ça. Bah, au début, forcément, c'était calme. Tu sais, quand tu viens de monter ta boîte, c'est calme, hein. Oui, ouais. Faut trouver tes clients. Bon, c'est beaucoup de travail invisible aussi pour faire tes démarchages, pour construire, je sais pas, tout ton site web, tout ça.
Mais quand même, tu es beaucoup dans l'attente de tes premiers clients. Et donc là où j'ai trouvé mon rythme, c'est quand ça a vraiment commencé à bien tourner, où je commençais à avoir beaucoup de contrats. Et donc là, effectivement, bah, j'étais tellement contente que je prenais tous les contrats qu'on me proposait, parce qu'en plus, c'était que des projets cool. Donc, bah, tu vois, moi, j'étais super surexcitée, quoi. C'était trop bien. Je commençais à me sortir un salaire, c'était incroyable. Et du coup, bah, en fait, c'est à ce moment-là et pas en lançant ma boîte que là, j'ai trouvé mon rythme parce qu'il y a un moment où je me suis dit, ok, c'est trop cool, d'accord, mais là, on est fatigué un petit peu quand même. Ok. Et c'est là où tu as pu t'écouter, parce que tu avais le temps Voilà. de voir, quoi. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a permis ouais, d'avoir l'équilibre aujourd'hui, vie pro, vie perso, de savoir quand est-ce qu'il va falloir que je me pose, de pas forcément vouloir accepter tous les projets juste parce qu'ils sont cool. Parfois de dire au client, bah oui, c'est cool, mais alors par contre, à telle date, je pourrais pas le faire. Est-ce que ça peut être faisable une semaine plus tard Savoir aussi s'imposer un peu finalement auprès des clients pour te préserver. Ouais, ok. Mais c'est un bon conseil, je pense. Si des auditeurs pouvaient nous écouter, ils seraient intéressés. Faut savoir faire ça aussi. Bah, c'est dur au début, hein, parce que, bah, mine de rien, financièrement, le lancement en tant qu'indépendant, c'est compliqué. Ouais, c'est pas étonnant. Donc, c'est dur au début, t'as envie de tout accepter juste parce que tu te dis, ok, là, il y a du boulot qui arrive, donc faut que j'en profite, Faut faut que rentabiliser. je me prépare. Ouais, et puis tu te dis, faut que je me prépare. Imaginons, dans 2 mois, j'ai plus de boulot, donc là, faut que je prenne tout ce qui vient pour m'assurer une sécurité. Ouais. C'est un peu. Ouais, c'est pas simple au début de trouver un peu la balance. Et après, même, en vrai, même maintenant, hein, je sais quand il faudrait que je refuse un projet. Et puis des fois, t'as quand même le stress de la vie quotidienne, de se dire, ouais, mais après, j'ai pas trop de projets pour le mois suivant. Donc, est-ce que je le prendrai pas quand même et je me reposerai plus tard T'as Ouais, il faut toujours un peu savoir le débat écouter. mental. Ouais, ça peut ne pas être simple. Est-ce que tu as une expérience de photographie et de voyage par rapport à la photographie? Ça peut être un voyage très court, je veux dire à côté de chez toi ou autre, qui a eu un impact sur ta vie pro, enfin grâce Hum, à cette expérience, quoi. Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie pro et peut-être aussi sur ta vie perso? Bah, je pense que ce qui a eu le plus gros impact, c'est le premier contrat que j'ai décroché qui était vraiment, vraiment dans le domaine du sport et de la montagne, D'accord. où je suis partie être photographe sur une course en montagne qui durait 7 jours. Ok. Ah ouais, gros défi. Donc immersion complète, du coup, quoi, t'es dedans avec eux. Et bah déjà, c'était une expérience assez intense parce que tu pars pendant 7 jours. Ces 7 jours, t'es full boulot, tu décroches pas. C'est particulier, tu vois, comme ambiance. Mais c'est super chouette aussi d'un côté, parce que t'es immergé dans un truc, tu te dis, ouais, je vis une expérience. Du coup, tu vas à la rencontre des coureurs qui sont sur leur course. Donc, bah, toi, même si tu fais pas toute la course comme eux, mais t'es quand même obligé aussi, tu vois, de marcher, de faire du dénivelé, d'aller là où ils vont, en fait. Donc bah, ouais, moi, ça m'avait un peu donné l'impression de vivre le truc avec eux. Donc, j'avais trouvé ça assez fort comme expérience. Et derrière, bah, en fait, je suis rentrée de ça et je me suis dit, ok, donc en fait, j'arrête les mariages, j'arrête les portraits, j'arrête la photo de mode. Je n'ai juste plus de doute. Je veux faire ça de ma vie. Je veux que ma vie, ce soit ça, que ce soit être comme ça, dehors, me challenger à la fois artistiquement et physiquement. Et vraiment, en fait, que mon boulot, bah, ce soit un truc où j'ai pas l'impression de bosser, où je suis là à pouvoir bosser 12 heures par jour. Et tu vois, c'est pas un problème. Il y a aucun moment où tu te dis j'en ai un peu marre. Non, c'est juste, bah, c'est tellement cool en fait que t'as pas envie de faire autre chose. Et du coup, ouais, ça a été un peu un déclic de me dire, ok, bah, non, ouais, là, je sais ce que j'ai vraiment envie de faire. Ok, trop chouette de trouver sa voie comme ça par un événement en plus qui te permettait de travailler aussi. Trop bien. C'est ça. Je voulais te demander aussi, en fait, il y a une certaine solitude peut-être dans ce travail-là, pas forcément par rapport aux clients autres, mais surtout dans une région qui est montagneuse, il y a certains moments où tu peux être plus seul que en ville finalement. Et je voulais savoir comment tu percevais cette solitude-là et comment ça afflue aussi sur ton travail artistique. Alors, faut savoir que ouais, ça fait que 1 an que j'ai vraiment déménagé à la montagne, D'accord. genre dans la montagne perdue. Et jusqu'à présent, je vivais à Grenoble. Donc Ok, j'avais la donc ça montagne va. à côté, mais j'étais en centre-ville. Mais bah tu vois, au final, centre-ville ou pas, ouais, le fait d'être à son compte, c'est solitaire. C'est bien sûr, tu as des clients, t'interagis avec eux, mais en fait, quand il y a un problème, tu es tout seul parce que c'est ta boîte, il y a que toi, hein, tu fais une réunion avec toi-même. Donc
Donc, bah, ouais, des fois, tu peux te sentir seul. Tu te dis, ok, je j'ai pas de collègue à qui demander de l'aide, sur qui me reposer. Il y a un problème, je dois le gérer. Il y a pas assez d'argent qui rentre, je dois me débrouiller. Mm. Donc, tu as cet aspect-là. Et bah, tu vois, je ressens pas vraiment de différence entre la montagne et la ville. Ça change pas le fait que même si, bon, bah, forcément, hein, t'es paumé dans la montagne, tu vas moins facilement boire une bière avec tes potes le soir. Mais, mais tout ce côté, la solitude vraiment liée à l'entrepreneuriat, ça n'y change pas grand-chose parce que bah, même si j'avais plus de contacts humains des fois en ville, bah quand il y avait une merde, il y avait quand même une merde que j'étais seule à pouvoir gérer parce que c'était ma boîte. Donc après, justement, c'est aussi ce côté solitude qui fait que bah, depuis un an, je suis aussi community manager parce que justement, bah, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, ouais, ce serait cool aussi d'avoir une partie de mon travail où je suis pas toute seule. Donc, j'avais pas envie de faire n'importe quoi non plus. Enfin, voilà, bah, je fais de la photo, je voulais rester là-dedans. Donc, bah, en fait, quand tu fais du community management en station de ski, concrètement, tu fais de la photo. Tu passes ta journée dehors à faire des photos et après juste le seul truc qui change par rapport à être photographe, c'est qu'en plus de ça, je gère les réseaux aussi. Mais du coup, c'est majoritairement un boulot qui est super créatif aussi et du coup, bah, qui a cet aspect cool qu'il y a une grosse partie de mon travail où je suis pas toute seule. Je peux, quand il y a un truc qui couille, je peux appeler quelqu'un, demander l'avis des autres. Et c'est vrai que bah ouais, c'est pas mal. Ouais, ça peut être Je trouve plaisant de ça, temps en temps. ouais. Enfin, en tout cas, actuellement, à ce moment de ma vie, pour moi, c'est un bon équilibre d'avoir un peu des deux comme ça. Ok, ça marche. Et est-ce que ça influe du coup sur ton travail artistique, tu penses, le fait d'être beaucoup toute seule et aussi dans un environnement où bah, il n'y a pas du monde comme il peut y avoir en ville? Non, je pense pas, franchement, parce que bah justement, dans le fait de faire de la photo, tu vois, de montagne, de paysage, ce que j'aime, c'est ce côté qui est très sauvage, où t'as pas d'éléments humains. Donc, du coup, bah, c'est pas le fait de pas avoir du monde qui brasse. Enfin, c'est limite l'inverse, en fait, tu vois, d'être dans des endroits comme ça aussi beaux où t'as pas tout ce côté urbain, bah, limite en fait c'est encore mieux pour ma créativité parce que bah, je suis tout le temps dehors, j'ai tout le temps envie d'être dehors, j'ai des super endroits où je peux aller vraiment juste en partant de chez moi avec mes baskets, j'ai pas besoin de la voiture, rien du tout. Donc bah, tu vois, depuis que je suis ici, au contraire, je fais encore plus de photos qu'avant. Ok, ça change pas grand-chose que tu as toujours cette passion, mais c'était juste que tu as trouvé ton élément. Oui, c'est ça. Et puis parce qu'au final, bah, le côté créatif photo, c'est un truc, tu vois, qui est propre à moi. J'ai pas spécialement besoin de quelqu'un pour le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Et du coup, pour moi, c'est très, très séparé le côté solitude sociale de voir moins de monde et le côté solitude, entre guillemets, professionnelle ou créative, où ça, bah, de toute façon, si tu te mets à ton compte, c'est que t'as pas forcément besoin des autres pour faire les choses au final. Ok. Mais bon, même si la solitude sociale est à nuancer, hein, parce que ici, une fois que tu attaques la saison d'hiver avec le ski et tout, en vrai, tu te sens pas seul. Il y a du monde tout le temps, ça brasse. Ouais, là, ça va complètement changer à cette période automnale un peu où il y a que les Savoyards au final qui sont en Ah bah montagne. quand t'es en station, c'est le jour et la nuit, hein. C'est vraiment, t'as du monde pendant les saisons, ça brasse, ça tourne, et puis tu te retrouves en intersaison, tout est fermé, il y a plus personne, tu vois des biches en bas de chez toi tellement il y a plus personne. C'est un peu deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais, carrément. Mais du coup, ça fait du bien. Enfin, ça permet Bah du d'avoir coup, différentes. ah, c'est sûr que quand tu viens de terminer la saison, t'es un peu content. Tu te dis, ah, c'est calme. Carrément. Tu parlais de connexion un peu avec la nature, de se retrouver en nature. Comment cette connexion, toi, elle t'influence dans ta vision artistique plutôt? Parce que du coup, tu es beaucoup en station et en montagne. Donc, comment ça influence sur ta vision de la photo et ta relation aussi avec cet environnement que tu côtoies depuis toujours? C'est pas évident comme question, parce que pour moi, c'est pas trop un processus conscient. C'est qu'en fait, quand je suis dehors, c'est là que je me sens bien. Et bah, quand je me sens bien, j'ai envie de faire des photos, parce que du coup, bah, c'est au-delà d'être mon métier, c'est d'abord quelque chose que j'aime.
Et du coup, ouais, c'est un peu dur de mettre des mots dessus. C'est plus un état général, tu vois, où je suis bien, je suis contente d'avoir cette chance de faire ce que j'aime. Et, et du coup, bah, un peu comme quand tu dessines et que t'as pas forcément d'idée en tête, mais que tu sors quand même un dessin, au bout d'un moment, bah, c'est un peu pareil. J'ai pas forcément de trucs précis en tête et juste, bah, je vais voir des trucs, me dire, je sais pas, ça, je trouve ça beau, j'ai envie de prendre ça en photo. Mais j'ai pas trop de processus créatif plus conscient que ça, en fait. Ok, c'est vraiment au feeling. Ouais, moi, c'est vraiment. Alors, je sais qu'il y en a qui travaillent pas du tout comme ça, qui réfléchissent vraiment leur cadrage à l'avance, qui pensent à plein de trucs. Et moi, c'est tout l'inverse. C'est vraiment quelque chose de très instinctif qui se passe où je vais juste être là, je sais pas pourquoi à l'instant T, mais je trouve ça beau. Et où des fois après, ça va être en retouchant mes photos que je me dis, ah ben oui, je trouvais ça beau parce qu'il y avait tel truc qui était placé là et que ça faisait une jolie diagonale et que ça faisait ci et que ça faisait ça. Mais sur le moment, je vais jamais me dire, ah tiens, je vais faire 3 tiers et une diagonale, comme ça, ce sera parfait. Ça marche, je vois. Comment ça t'est venu de partager en fait ces photos de la montagne? Je sais pas, parce que pour moi, quand tu fais de l'art, c'est aussi pour le montrer. Mm. Alors je pense qu'il y a des gens qui le font que pour eux, hein, c'est peut-être, mais pour moi, je sais pas, pour moi, l'art, c'est quelque chose que tu partages. Tu penses que Donc, t'avais besoin de le montrer aussi? besoin, je sais pas, plus envie. Ouais, envie. Ouais, ouais, le mot est peut-être mieux choisi, ouais. Ouais, c'était vraiment envie. C'était ouais, de me dire, bah ouais, je fais ça, j'aime le faire et j'ai envie de le partager aussi au final. Ok. Bon, et après, un côté très pragmatique aussi qui est que quand t'es freelance et que t'es photographe, il faut bien que tu le partages ton travail si tu veux que des clients viennent te voir. Ah oui, complètement. Ça, c'est le côté moins, voilà, c'est le côté moins glamour. Ouais, 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 carrément. Bah, c'est de la publicité, c'est de l'auto-publicité, et c'est Ah normal. bah c'est ça, c'est qu'il faut que tu montres ce que tu fais parce que c'est un métier visuel. Donc si tu montres pas, bah tu n'auras pas de travail. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais tu le fais sur tes réseaux. Enfin, sur en tout cas Instagram. Moi, je suis beaucoup sur Instagram et un peu sur LinkedIn, mais tu le montres Oui, bah c'est ça, régulièrement. c'est le but. Ouais. Et ben ça marche bien. Merci. Bon après il y a le côté partage, enfin vraiment partage aussi hors aspect commercial que j'aime bien où bah en fait je trouve ça chouette ce côté où t'as une communauté qui a les mêmes centres d'intérêt que toi et après du coup tu peux échanger, tu peux même rencontrer des gens. Enfin j'ai une de mes meilleures amies à l'heure actuelle, c'est par Instagram qu'on s'est connus. Ok, trop Parce chouette. que justement, bah, en fait, on s'est retrouvés à discuter de choses qu'on aimait toutes les deux. Et enfin, ouais, je trouve ça super cool, en fait, d'avoir ce genre de plateforme comme ça où tu peux rencontrer des gens qui sont pas du tout chez toi, que tu n'aurais jamais croisé autrement. Ouais, C'est cool. carrément, vraiment. Et pour en revenir avec la nature, et quelle relation tu as avec l'environnement? Est-ce que c'est quelque chose que parce que tu as toujours habité en Savoie, enfin, je sais pas si tu as bougé entre-temps, mais je veux dire, Bah, du coup, tu es 10 ans en savoyarde? Isère. Ouais, donc ouais, ça fait un moment. Tu as vu aussi la montagne évoluer, les saisons bouger, les glaciers aussi rétrécir. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est là en ce moment, Oui, qui se oui, passe. oui. Et du coup, c'est quoi cette relation que tu as avec cet environnement qui change autour de toi? Bah, ça a un côté triste. Tu vois, quand t'as connu la mer de glace il y a 15 ans et maintenant, en vrai, c'est triste. Tu, Je pense vraiment que c'est un choc un peu. Voilà, c'est pas un truc qui fait plaisir à voir. Après, bah, je pense pas être une personne négative en fait. Donc, bah, bien sûr, hein, je me sens concernée par l'environnement. Je pense que c'est un peu indispensable. Mais plus pour le côté, tu disais comment tu vis ce changement. Bah oui, bah, ça me rend triste de voir moins de neige, de voir les glaciers fondre. Et après, bah, en même temps, j'essaye de me dire, bon, bah, pour l'instant, ça évolue comme ça. Faut essayer quand même aussi bah, de continuer à profiter de la montagne. Après, bah, sensibiliser les gens à en prendre soin Ouais. aussi, du coup, pour essayer de pas la dégrader encore plus que ce qui se passe juste avec le réchauffement climatique. C'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus sur les réseaux, essayer de sensibiliser un peu à cette culture de la montagne que moi on m'a donnée petite et que certains arrivent et n'ont pas du tout et se rendent pas compte.
Et bah, je me dis si, ouais, peut-être si tout le monde s'éduque un peu plus, on pourra préserver ces territoires qui sont quand même super beaux. Et on pourra quand même avoir des endroits chouettes malgré les glaciers qui fondent. Bah oui, c'est ça que, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué moi sur ton compte Instagram et ce que je pensais, je me faisais la réflexion aussi. Et je me disais que c'est grâce à des comptes bah, comme le tien qui montrent cette montagne que, en fait, on a envie d'aller voir, mais on a aussi envie d'en prendre soin parce que bah, c'est tellement beau que on a envie de garder ces paysages qui sont quand même hyper riches, quoi. Bah c'est le but, hein. Je suis pas la seule à faire ça, à montrer et à essayer de sensibiliser. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu le but à chaque fois de dire la montagne, c'est beau, c'est génial, mais par contre, bah, faites pas n'importe quoi, prenez-en soin. Ouais, ouais, carrément, bah oui. Faut que ça reste aussi beau pour tout le temps, quoi. Enfin, pour Mm. les prochains Bah, touristes. c'est pas chez nous, en fait. Enfin, c'est un peu ma vision des choses, c'est que quand on va en montagne ou même dans n'importe quel espace naturel, on n'est pas chez nous. On est un peu un invité. Donc, en fait, bah, tu respectes et tu laisses pas de traces de ton passage. Oui, c'est vrai. Pour revenir sur une touche un peu plus joyeuse, je voulais savoir comment tu choisissais, enfin, même si tu as quand même dit que tu faisais les choses assez au feeling, mais est-ce que des fois tu choisis ton moment idéal pour aller capturer bah, la beauté des montagnes? Je veux dire, est-ce que tu as un moment préféré dans la journée ou une saison préférée pour aller la prendre en photo? Une saison vraiment préférée, hum, ça se joue entre l'automne et l'hiver. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bah déjà parce que j'aime pas l'été, parce que j'ai horreur du chaud, du soleil, tout ça. Donc l'été c'est vraiment, c'est pas ma saison, tu vois. Bah déjà, C'est ça pas, c'est m'élimine. pas, c'est pas mon moment de joie de vivre Ça marche. l'été. Du coup bah forcément automne et hiver déjà parce qu'il fait plus froid, donc je suis vachement plus contente. Et puis je sais pas, tu vois, les couleurs d'automne, bah c'est quand même assez beau et surtout en montagne quand tu commences à avoir les premières neiges et les couleurs d'automne, c'est vraiment incroyable. Et après l'hiver, bah, je pense que tu as dû remarquer du coup que j'ai un style de photo qui est assez minimaliste quand même. Et en fait, l'hiver, c'est royal hein, pour ça parce que c'est tout blanc. C'est tout blanc, tout est minimaliste en fait. Donc bah, c'est trop bien. Et je trouve ça tellement beau, des montagnes sous la neige. Carrément. Ça fait un fond un peu. Ouais, des fois, tu vois, t'as des photos, même selon l'ambiance. Enfin, tu vois, j'ai des photos que j'avais prises quand j'étais en Norvège, Ouais. où t'as tout qui est blanc. Et t'avais vraiment juste un tout petit peu de soleil qui filtrait d'un voile nuageux. Et ça a fait une ambiance lumineuse tellement spéciale que les photos, on dirait presque en fait qu'elles sont peintes. Ça fait un effet tellement doux, tellement lisse. Et pourtant, c'est pas un truc que j'ai fait au post-traitement. C'était juste bah, ce blanc hyper lisse de partout avec la petite ambiance lumineuse. Et t'as des effets qui sont tellement beaux du coup des fois avec ça. Trop beau. Enfin, vraiment, puis j'ai vu sur tes dernières photos, par exemple, enfin, sur celles que tu as postées sur les réseaux, t'as fait des portraits en montagne et ce voile blanc derrière fait comme si, en fait, ça avait, presque comme si ça avait été pris dans un studio parce que y a rien derrière, il y a juste, Ouais, mais ça, c'est un truc que j'adore avec la neige, c'est que vraiment, des fois, ça te crée un studio dehors, ouais, ouais, presque. T'as tout ce blanc, t'as une lumière super particulière et je trouve ça vraiment, vraiment chouette à exploiter en photographie. ok. Donc l'hiver passe quand même dans ton Bon, top. l'hiver est sûrement en tête. Et le printemps, c'est mitigé parce que bah, la neige, elle fond, t'as beaucoup de boue, donc c'est pas toujours, ça dépend des endroits. Ouais, faut aller plus haut autrement. Mais ça peut être super beau parce que t'as toutes les fleurs par contre. Ouais, oui, c'est vrai. En fait, il faut savoir où et quoi voir. Et ça, c'est ce que tu fais parce que c'est ton métier. Mais je veux dire, ça doit pas être simple tout le temps avec les aléas, quoi. Ah bah ça c'est sûr que oui, dès que tu fais de la photo dehors, de toute façon, t'as un gros gros facteur aléa qui joue dans tout. Vraiment. Est-ce que ça fait partie de tes défis en photographie de faire avec bah, enfin, les aléas? Bah complètement, en fait c'est quelque chose que j'aime bien même. Déjà parce que bah du coup c'est ce que je disais plus tôt, tu vois, j'ai pas de routine du coup, mais c'est pour moi c'est pas quelque chose de négatif. Ça veut dire que bah je suis obligée de m'adapter, de faire aussi en fonction du temps, de ce qui se passe. Et je trouve que c'est quelque chose de chouette, tu t'ennuies pas en fait, du coup t'as jamais une semaine qui ressemble à celle d'avant. Mm.
Et puis après, vraiment, quand tu es sur place, tu avais prévu un shoot, tu pensais que le ciel il allait être dégagé, que tu allais avoir un coucher de soleil parfait, et en fait, c'est pas le cas. Bah, c'est pareil pour moi, ouais, c'est un peu un challenge de se dire, bon, bah, ok, c'était pas les conditions que j'avais prévues, je sais que je n'aurai pas la photo que j'avais prévue. Maintenant, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a et comment on sort quand même quelque chose qui soit beau? Ok. Ouais, donc ça serait, tu penses, le principal défi que tu as toi en tant que photographe en montagne, ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi? Je sais pas, ouais, je pense que je dirais que ouais, les aléas météo, c'est quand même vraiment ouais, le plus gros défi, la plus grosse contrainte, parce que du coup, des fois, t'as pas du tout les conditions que tu imaginais pour faire ton shoot. Et du coup, tu deviens au final, polyvalent, c'est pas le mot, mais je veux dire, tu adaptes. En Bah, fait, t'es tu deviens adaptable. adaptable, c'est vraiment ça, et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve chouette, du coup, d'être capable de pas forcément s'enfermer dans un brief et de dire, ok, ça correspond pas au brief, on abandonne tout. Et au contraire, de se dire, bon, je sais que vraiment les exigences de mon client, c'est ça, ça, ça. J'ai pas les conditions que j'avais prévues. Comment je fais là avec ce que j'ai pour faire quand même quelque chose où il sera content? Et t'arrives toujours à avoir ce retour-là, même avec ces... Pour l'instant, écoute, je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, mais pour l'instant, j'ai réussi à, peu importe la météo, à ce que le résultat soit toujours cool, enfin en tout cas que le client en face soit toujours content du résultat. Mais parce qu'après, au final, en fait, quand j'ai des briefs vraiment ultra précis qui me disent beau temps, j'y vais pas si je suis pas sûre à 100%, tu vois, si j'ai pas vérifié trois météos le matin même, si j'ai un doute, je reporte quand c'est vraiment comme ça, noir sur blanc, on veut du soleil, voilà. Et après, du coup, les shootings où je vais m'adapter, même si les conditions sont différentes, c'est parce que c'était pas tant la météo qui était importante, c'était d'autres choses. Et du coup, jusque-là, effectivement, le retour derrière s'est toujours bien passé parce que je pense que c'est ça aussi, hein, c'est que c'était pas la météo, la lumière, le facteur déterminant pour eux, mais plus la façon dont allaient être mis en avant les produits ou la destination. Et du coup, à partir du moment où ça leur convenait, le reste était OK aussi. Ok, bah ça c'est parfait. Enfin, tant mieux, en tout cas, c'est que ton travail plaît, quoi. Ouais, puis c'est de la préparation en amont, c'est que tu communiques avec ton client pour justement bien, tu vois, tu bordes bien avec lui quels sont les points vraiment absolument essentiels et quels vont être les autres points où il aimerait bien que ce soit comme ça, mais il n'est pas fermé à ce que ce soit autrement si finalement c'est mieux. Est-ce que tu as un conseil à donner aux auditeurs aux auditrices qui pourraient nous écouter euh, pour se lancer dans la photographie? Et surtout de se Hum, lancer, pourquoi plus, peut-être même en tant que indépendant, lancer sa boîte. je pense que le premier conseil que je donnerais, vraiment avant tout le reste, c'est de pas se dire je vais me lancer, mais j'attends ci, mais j'attends ça, j'attends d'abord d'être sûre de pouvoir avoir des clients, j'attends d'avoir telle sécurité, tel machin, tel bidule. Et en fait, quand tu fais ça, tu te lances jamais. Tu te lances jamais parce que tu n'auras jamais les conditions parfaites en fait pour te lancer. Il y aura toujours des aléas, des risques. Et du coup, en fait, quand tu fais ça, tu finis par jamais te lancer et c'est dommage. Et c'est pas grave si ça marche pas. Vaut mieux tenter son truc correctement, hein, sans faire n'importe quoi. Tu te renseignes quand même, tu montes ta boîte comme il faut, voilà, tu fais ce qu'il faut. Mais pas forcément vouloir que tout soit parfait, pas forcément vouloir être sûr à 100% que c'est bon, ça va marcher, tu vas être rentable, parce que ça, tu ne le sauras pas tant que tu l'auras pas fait. Et vraiment, ouais, se dire aussi, si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde et on trouve toujours autre chose à faire, je pense. Donc, vaut mieux essayer et pas avoir plus tard des regrets de pas avoir essayé, même si ça n'a pas marché. Mm. Et puis, bon, après, avec du boulot, en vrai, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, donc se lancer sans se trouver trop de bonnes excuses pour jamais se lancer finalement. Non, mais ouais, je pense vraiment parce que j'ai des potes qui voulaient se mettre en freelance où j'avais vraiment remarqué ça. Plusieurs personnes qui justement m'avaient posé cette question de tu conseillerais quoi pour se lancer? Et en fait, je voyais que eux, ils essayaient de construire des business plans tellement précis, de tout planifier, de vouloir tout contrôler et du coup de pas vouloir sauter le pas tant qu'ils n'étaient pas sûrs que tout était ficelé sous contrôle. Et du coup, moi j'étais un peu à côté à leur dire, mais
tu ne sauteras jamais le pas. Du coup, tout ce que tu dois avoir ficelé, c'est ta forme juridique, tes formalités pour être en règle, être au courant de tes obligations comptables pour pouvoir gérer ça. Une fois que tu as ficelé toute ta partie administrative, une fois que tu as fixé tes tarifs que tu vas pratiquer, il y a un moment, tu pourras plus tout contrôler. Il faut y aller, il faut sauter le pas, il faut chercher des clients, il faut voir ce qui se passe. Je réfléchissais par rapport à ce que tu disais parce que c'est intéressant. Parce que limite, comment dire, ça peut être démotivant finalement de faire un business plan pendant des mois et des mois. Ça peut être, enfin, ça peut même nous donner envie d'arrêter parce qu'on se retrouve face à des murs de choses à faire alors que finalement, comme tu dis, juste être en règle et se Bah, lancer c'est ça, pas, juste pas avec y sa aller non passion. plus la fleur au fusil, être quand même un minimum préparé, Normal, ouais. mais ouais, pas vouloir trop avoir tout sous contrôle, être sûr de tout. Il faut tester. En fait, c'est un peu le principe aussi, je pense, finalement, du freelance, c'est que Laisser place à tu l'imprévu testes. aussi. Ouais, c'est ça. Sinon, bah, autant rester en salariat avec des horaires fixes, un salaire fixe, et là, au moins, t'as pas de surprise. Ouais, oui, oui, c'est ça. Eh ben, trop chouette. J'espère que ça peut aider des personnes à se lancer, peu importe le projet d'ailleurs, mais j'espère que ça peut aider. Et j'avais une dernière question, et c'est est-ce qu'il y a une erreur que tu aurais voulu éviter au début de ta carrière, que tu Je voudrais... réfléchis parce qu'en vrai, je pense que j'en ai fait quand même plusieurs, hein. Est-ce qu'il y en a Je, une en particulier, ou plusieurs d'ailleurs, qui te marquent tout de suite et tu te dis, ah ouais, ça j'aurais voulu ne pas faire. je réfléchis à la meilleure, enfin, à ce qui est le plus sensé à dire, parce que c'est vrai que comme tu as des petites boulettes et t'as plus des grosses erreurs. Mm. Bon, j'ai jamais fait de grosses bourdes, genre foirer un contrat ou quoi, ça, heureusement. Bon, ça va alors. Ça, voilà, ça, bon, c'est bon. Après, je pense en vrai, pour moi, l'erreur que j'ai faite au début, c'est de pas assez m'affirmer sur mes tarifs. Ok. Mais c'est extrêmement difficile en même temps de fixer ses prix quand tu te lances. Je pense, peu importe le domaine, hein, si t'as pas une grille tarifaire officielle, je pense que c'est hyper dur pour tout le monde. Ouais, Mais de du coup, tu savoir ce vois, que tu vaux. avec le recul, bah, effectivement, pour moi, ça c'est peut-être ma plus grosse erreur. D'abord parce que c'est pas bon pour toi, parce que t'es pas rentable du coup après. Donc c'est quand même pas dingue. Et en plus parce que en tout cas dans la photo, quand tu pratiques des prix trop bas, tu viens casser le marché, tu viens vraiment dévaloriser toute la profession parce que du coup, bah, tu as des clients qui vont penser que c'est ça les tarifs normaux. Donc après, du coup, bah, quand tu veux augmenter tes tarifs, que tu avais déjà des clients à qui tu travaillais, ils comprennent pas forcément. Parce qu'en plus, c'est très dur le sujet des tarifs parce que la plupart des clients oublient complètement que ce qu'ils nous payent, c'est pas ce qui va dans notre poche. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que mais tout le monde le zappe. Et du coup, qu'ils se disent, ah bah dis donc, tu t'embêtes pas à facturer tant la journée, et toi t'es là, bah oui, enfin bon, l'URSSAF, t'as entendu parler de l'URSSAF quand même, déjà, ça va vraiment, ça va pas tout dans ma poche là, hein. Donc, ouais, c'est un sujet compliqué et je pense que, bah, tu vois, si je devais me relancer en repartant de zéro, bah, j'aimerais bien, du coup, dès le début, vraiment mieux me cadrer sur ce sujet-là, faire des vrais calculs pour calculer avec toutes mes charges, qu'est-ce qu'il me faut comme tarif minimal pour être rentable, parce que du coup, ça, je ne l'ai pas fait tout de suite, je l'ai fait après, quand je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup et que je gagnais quand même vraiment 3 cacahuètes, donc il y avait un problème. Du coup, bah là, tu te poses, tu calcules, tu fais oui, il y a un problème. Je travaille pour même pas deux fois moins que le SMIC. Non, il y a un souci. Mais du coup, je pense que voilà, je referai pas, si c'était à refaire cette erreur-là, je cadrerai ça vraiment direct, tout de suite, pour être sûr, en fait, de quand même pas travailler à perte, parce que c'est mieux. Ouais, complètement. Puis c'est ton travail à temps plein, Et donc... voilà. Et puis parce que aussi, bah, quand tu vends une prestation, tu vends ce que tu fais, tu vends un savoir-faire finalement, et que je pense que c'est important d'être capable de se valoriser et d'être capable de se dire oui, en fait, mon travail mérite d'être rémunéré correctement. Et ce qui n'est pas toujours facile au début, où du coup, tu as tendance à pas oser mettre des prix qui te paraissent importants parce que tu as beaucoup de syndrome de l'imposteur au début, je pense, pour beaucoup de monde.
Ouais, je pense qu'il faut Mais s'affirmer en fait dans son travail c'est qui est c'est au ça, ouais. final. Pas se lancer en se disant, ok, je débute, faut vraiment pas que je fasse payer trop cher. Se dire, non, non, c'est mon travail que je propose de façon professionnelle. Si je le propose de façon professionnelle, c'est que bah, j'estime que j'en suis capable. Ouais. Donc, et puis, bah, du coup, en fait, si tu crois pas toi-même en ton travail et en ta valeur, personne n'y croira. Donc, je pense que c'est un premier pas vers ça aussi, de se dire, ok, ce que je fais mérite qu'on me paye et qu'on me paye pas une misère. Ouais, carrément. Et puis c'est pas parce que t'es ton propre patron que tu dois genre te dévaloriser parce que c'est ta boîte à toi et pas, C'est enfin, que tu travailles c'est pas pour ça. quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et puis, parce que un truc que je bassine tout le temps aux gens, mais que je bassinerai jusqu'à ce que ça rentre, c'est aussi, c'est pas parce que tu fais un métier que t'adores et où tu prends du plaisir et où t'es pas à avoir envie de mourir 7 heures par jour derrière un bureau, c'est pas parce que tu fais ça que ça justifie que tu sois en galère financière pour le restant de tes jours sous prétexte que t'aimes ce que tu fais. Mm. Il n'y a pas de corrélation, c'est juste en fait, bah, c'est juste un choix de vie malin au bout d'un moment, du coup, c'est que tu as choisi de faire un truc qui te plaît, mais c'est pas une raison pour pas gagner ta vie. Justement, ouais, faut se mettre encore plus en valeur. Bah, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je bassine beaucoup, mais parce que ça me saoule les réflexions des gens, des fois, tu vois, qui vont dire, mais tu pourrais faire payer moins cher, c'est du plaisir. Je fais, oui, bah, oui, c'est du plaisir, mais c'est mon boulot, et comme tout le monde, j'ai un loyer, je fais des courses, je mange, Ouais, c'est je ça. vis. Ouais, on dit pas ça à des comptables qui sont contents d'être comptables, quoi. Donc, c'est pareil Non, c'est pour des ça. photographes. Donc, C'est ça. Donc, on a un peu dérivé de ta question de base, ouais, mais mais oui, je oui, vois, du coup. complètement. Et ben, moi, c'était ma dernière question. Je sais pas si tu avais quelque chose que tu avais envie d'ajouter, quelque chose qui te tenait à cœur de dire. Et autrement, ben, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton travail? Bah écoute, je pense que on a pas mal fait le tour de plein de choses, hein. Là, on a bien papoté, donc je pense pas avoir autre chose à ajouter. Et puis après, bah, pour me retrouver, c'est @gwenlavilla sur Instagram ou alors directement sur le web gwenlavilla.com pour voir vraiment absolument toutes mes photos. Ça marche. Eh ben, je mettrai le lien dans la description de la plateforme d'écoute que les personnes pourraient écouter. Et puis voilà, comme ça, ils pourront aller voir ton travail qui est très chouette. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, je te Bah suis écoute, merci beaucoup. ben, avec plaisir. Merci à toi d'avoir participé à cet épisode de podcast. C'était vraiment un chouette moment. J'espère que vous avez également apprécié cet épisode de podcast et vous retrouve très bientôt pour un nouveau. Ciao!